Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Halloween approche à grands pas et j'ai eu comme idée de faire une vidéo sur les superstitions les plus ancrées en France. Selon les sondages, un quart des Français seraient superstitieux. Mettez-moi en commentaire quelles sont vos superstitions, ça m'intéresse énormément. Petite information complémentaire, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Donc si vous voulez me retrouver en live sur des jeux d'aventure historique, bah ça tombe bien, c'est comme ma chaîne YouTube. Aventure historique et stratégie. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Au cours de la vidéo, comme la moitié des superstitions françaises viennent du Moyen-Âge ou de la religion, vous aurez un petit jingle symbole qui clignotera avec humour. Oh, 7 ans de malheur, oups! Cette superstition remonte à l'Antiquité sous l'Empire romain. Chez les Romains, comme beaucoup d'autres civilisations, il n'était pas rare de se voir lire l'avenir. Et pour cela, ils utilisaient un objet bien particulier, les miroirs. Cet art divinatoire s'appelle la catoptromancie. À l'époque, on croit que les miroirs renvoient l'image des corps, mais aussi des âmes. S'ils venaient à se casser, alors non seulement son reflet était brisé, mais il en valait de même pour son âme. Et la personne était donc déclarée maudite. Mais alors pourquoi 7 ans de malheur? Selon les Romains, la vie d'un individu se découpe en tranches de 7 ans. Casser un miroir revenait alors à placer la durée du cycle en cours sous le signe du malheur, soit 7 ans, jusqu'au prochain. Petite anecdote, c'est beaucoup plus tard, au XVIe siècle, à Venise, que les maîtres verriers mettent au point une méthode plus évoluée recouvrant le verre d'un amalgame d'étain et de mercure. Le miroir, rare et précieux, coûte cher et devient un accessoire de richesse. Pour éviter toute casse par leurs employés de maison, les Vénitiens les plus fortunés profitent de cette superstition pour menacer leurs domestiques de 7 ans de malheur, s'ils brisent leurs précieux miroirs. Encore de nos jours, voir un chat noir est considéré comme un mauvais présage. Si le chat noir est associé au Moyen-Âge à l'époque de la chasse aux sorcières, la méfiance envers ce petit matou était déjà présente en Égypte ancienne. Bien que les Égyptiens vénéraient les chats, la couleur noire était aussi pour eux associée à la mort et aux démons. Chez les Romains aussi, le chat noir souffre de son image. Après l'établissement du christianisme comme religion, le chat perd son pouvoir divin et devint une créature maléfique. Plus tard, au Moyen-Âge, le chat est considéré comme diabolique et l'incarnation du mal, et fut associé à la sorcellerie. Alors même de nos jours, quand votre chat miaule à 6 h du mat pour de la pâtée, pour moi c'est sorcellerie. Reconnaîtront tous ceux qui ont un chat. On a d'ailleurs toujours l'image de la sorcière accompagnée de son fidèle compagnon. Ces cultes païens présentent un danger pour le christianisme. Tout au long du Moyen-Âge, les chats noirs seront traqués et tués sans relâche au même titre que les sorcières. En plus d'être associé à la sorcellerie et aux rites sataniques, le chat noir est vu dans plusieurs cultures comme un présage de mort. De nombreuses légendes existent à ce sujet. Encore de nos jours, selon les services de protection des animaux et la SPA, les chats noirs ont encore très mauvaise réputation et sont moins adoptés que les autres. Donc s'il vous plaît, faites un effort, allez adopter tous ces petits chats. Et n'ayez pas peur des chats noirs, ils sont choux comme les autres. On ne pouvait pas faire une vidéo sur les superstitions sans évoquer le vendredi 13. Alors, c'est mon moment. C'est mon moment... C'est le moment à 1 million $. Si je le sors, vous vous abonnez, ok? C'est le nom. Et vous aussi, entraînez-vous. Il sera écrit, bien sûr, là. Êtes-vous paracadabradaba blablabla. Alors, vous vous abonnez là, c'est bon? Et non, ce n'est pas un médicament. C'est le mot qui désigne la peur du vendredi 13. Et si vous avez peur du vendredi 13, pourquoi vous avez peur du vendredi 13? Vous ne le savez pas? Bah, on va le savoir dans cette vidéo. Et quelles sont ses origines? Et elles sont du Moyen-Âge. Philippe le Bel est roi de France et entreprend une série d'arrestations qui restera à jamais gravée dans les mémoires de l'histoire de France. Craignant certainement pour son pouvoir, il ordonne l'arrestation, l'emprisonnement et le supplice de milliers de Templiers pour inculpation d'hérésie. À l'époque, cette organisation était très puissante et extrêmement riche. On leur attribue même l'invention du système bancaire. Ce matin de vendredi 13, près de 140 Templiers sont arrêtés. Au même moment, dans toute la France, ils sont emprisonnés, interrogés et torturés.
Jacques de Molay, le maître de l'ordre, sera également capturé. L'histoire dit qu'il sera brûlé des années plus tard, en lançant sur le roi Philippe le Bel et le pape une malédiction sur 13 générations. L'origine de la peur de passer sous une échelle prend sa source d'une, des scènes bibliques, et de deux, des supplices médiévaux. Ridicule pour certains ou peur incontrôlable pour d'autres. Nombreux sont les superstitieux à changer de trottoir pour éviter de passer sous l'objet de malheur. L'échelle représente l'événement le plus tragique pour les chrétiens, celle qui annonça la mort du Christ. L'échelle a été utilisée pour le hisser sur la croix et le crucifier. De ce fait, elle est restée un symbole de mort dans l'imaginaire collectif durant plusieurs siècles, puisqu'elle servait lors des crucifixions et plus tard des pendaisons. Et on le retrouve encore au Moyen-Âge, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Elle est toujours présente lors des condamnations à mort par pendaison, utilisée pour attacher la corde à la potence. En France et en Angleterre, les condamnés à la peine de mort devaient passer sous l'échelle, qui était adossée à la potence. Ils étaient d'ailleurs les seuls à être contraints de passer en dessous d'elle, tandis que les bourreaux, eux, la contournent. Ainsi, cette croyance remonte au temps jadis. Ah, le parapluie. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire « N'ouvre pas le parapluie à l'intérieur, mais t'es fou, c'est malheur ». Mais d'où vient cette superstition qui poursuit encore ce pauvre parapluie? L'histoire commence à Londres au XVIIIe siècle. Le parapluie fait son apparition. Comme toute nouvelle invention, les débuts sont souvent chaotiques et demandent quelques ajustements. Le parapluie, lui, ne fait pas exception. Encombrant et difficile à ouvrir, il faut forcer sur le mécanisme d'ouverture. Au passage, il était fréquent de se blesser avec les baleines coupantes et la plupart des objets qui entouraient la bête se brisaient à son ouverture. Vases, meubles, personnes blessées, tout y passait, causant au passage des égratignures quand on ne risquait pas d'éborgner quelqu'un. Et c'est comme ça que certains ont pensé que ouvrir un parapluie à l'intérieur est source de malheur, tout bêtement. Mais il existe encore une deuxième explication, un peu plus tirée par les cheveux, mais je vous la présente. Elle viendrait des vendeurs de parapluies. Ils auraient depuis longtemps entretenu cette croyance pour que les gens évitent de rentrer chez eux avec. Au lieu de faire sécher son parapluie ouvert, en le laissant fermer, l'humidité favorise la rouille, et donc le parapluie dure moins longtemps. Du coup, c'est le jackpot pour les commerçants, qui voient revenir leur clientèle plus souvent pour se racheter un parapluie. Et Dieu sait qu'ils ont besoin de parapluies en Angleterre. Ah, 13 à table. C'est certainement la superstition la plus répandue en France. Que ça soit au restaurant ou que ça soit chez vous, avoir une tablée de 13, ça porte malheur sur le plus jeune, je crois, c'est ça. D'où vient cette farouche superstition? Pourquoi 13 à table? Comme beaucoup de superstitions, elle nous vient d'origine religieuse. En effet, la célèbre fresque peinte par Léonard de Vinci met en scène le dernier repas de Jésus accompagné de ses apôtres. C'est ce soir-là qu'il aurait été trahi par Judas, le menant par la suite à son funeste sort. Et si on regarde de plus près, ils étaient 13 à table. Depuis lors, pour certains, être 13 à table serait un présage de mort dans l'année pour l'un des convives de la tablée, en général le plus jeune, tout comme Jésus dans la scène. Mais pourquoi est-elle toujours présente aujourd'hui? De plus, petite anecdote, dans la plupart des restaurants français, il n'existe pas de table de 13. Vous passez de la table 12 à la table 14. Et on raconte aussi que c'est dans un souci de commodité pour la maîtresse de maison, lors des invitations à dîner, qu'il n'était pas convié plus de 12 personnes à table, car les services ne sont composés que de 12 pièces, donc 12 assiettes. Gênant donc de dépareiller un couvert ou d'acheter un deuxième service coûteux juste pour une personne. Un pain à l'envers? Premier réflexe, le remettre à l'endroit. Vous le savez certainement, mais le pain mis à l'envers dans une corbeille, ou juste la baguette retournée comme ça, peut en faire frémir plus d'un. Pourquoi? Il attirait les disputes et les mauvais présages. Pour retracer les origines de cette superstition, il faut se plonger encore une fois au Moyen-Âge. Nous sommes en France, et donc en bon français que nous sommes, nous avons toujours consommé du pain. Et à l'époque, la peine de mort est en vigueur. Elle est exécutée en public, souvent à l'heure du marché, afin que le peuple puisse y assister. Et comme chaque exécution nécessite un bourreau, l'homme en question est occupé à pendre des gens ou à couper des têtes, et donc n'a pas forcément le temps d'acheter son pain.
Alors le boulanger avait pour habitude de lui réserver son pain en le mettant à l'envers pour le reconnaître et ne pas le vendre par inadvertance. Les clients, eux, savaient que ce pain était réservé au bourreau et donc n'y touchaient pas. La miche à l'envers était synonyme de malheur et d'attirer le bourreau chez soi. Cette croyance est restée et depuis, on ne voit plus une seule baguette à l'envers. Dans les yeux, camarades. Encore aujourd'hui, lors des soirées bien arrosées, on a pour habitude de trinquer dans les yeux. Mais d'où nous vient cette tradition, toujours d'usage? L'histoire nous amène à l'Antiquité et au Moyen-Âge, lors de grandes fêtes. À l'époque, si on n'aimait pas son voisin de beuverie, le moyen le plus simple de s'en débarrasser est de le tuer. Et la méthode la plus répandue était l'empoisonnement. Un moyen simple et rapide pour parvenir à ses fins, sans laisser de traces et d'en subir les conséquences. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet des poisons dans l'histoire. Je vous incite à la regarder, elle sera juste ici. Mais revenons à nos moutons. Donc à l'époque, on tue, on empoisonne. Et le moyen le plus sûr de ne pas se faire empoisonner est de trinquer avec ses compagnons de boisson, afin que les verres s'entrechoquent et que les breuvages se mélangent de verre à verre. Ainsi, si un verre est empoisonné, l'empoisonneur risque lui aussi de succomber au liquide mortel. On a donc pris l'habitude de trinquer dans les yeux afin de s'assurer de la bonne foi de son camarade. S'il détournait le regard pour vérifier qu'aucune goutte de vin n'avait atterri dans son propre verre contaminant sa boisson, alors ça revenait à dire qu'il y avait clairement anguille sous roche et que la personne en question venait tout bonnement d'essayer de vous tuer. Depuis, cette tradition est restée pour se protéger et s'assurer de voir le jour se lever. C'est tout pour cette vidéo. Eh ben, on en a des superstitions en France. On est en train de vous préparer une petite vidéo des familles sur les porte-bonheur. J'espère qu'elle vous plaira autant que celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, on en a grandement besoin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.